Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, on parle beaucoup des actions, évidemment, dans Smart Bourse, mais il faut absolument parler de cette classe d'actifs qui reste peut-être une classe d'actifs incontournable pour 2025. Elle l'a été, en tout cas, en matière de performance pour 2024. Je veux parler du crédit des obligations d'entreprise. Nous en parlons avec Édouard Faure, responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management à Moquetet en plateau. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, Grégoire. Merci d'être là. Oui, il faut rendre quand même à César ce qui est à César. Il y a des indices crédits qui ont fait mieux en Europe que certains indices actions. 2024 a été une année exceptionnelle et je pense que c'est difficile dans toutes les classes d'actifs de trouver un meilleur couple rendement-volatilité ou rendement-risque que ce que le crédit a pu délivrer l'an dernier, Édouard. Effectivement, très bonne année pour le crédit. Franchement, c'était très agréable. Et 23 était déjà pas mal, si j'ai bonne mémoire. Excellent. Voilà. Donc on a 2 années après une année 2022 oui. Un peu plus difficile. Il faut quand même historiquement difficile. Oui, exactement. Il faut quand même se rappeler du passé. C'est bien de le rappeler. Mais 24, très bonne année, tant sur la partie investment grade que sur la partie high yield. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle de l'année dernière. On a des performances qui tangentent les 5% sur le yield euro, sur l'investment grade euro, pardon. Ouais. On est à plus de 8,5% sur le high yield euro. Donc c'est là, voilà. C'est là où je dis que le crédit fait mieux que les actions. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai que quand on compare à des indices actions, alors prenons le CAC 40, qui est le plus proche de nous, qui malheureusement a vraiment pâti de la situation politique en France. Clairement, le crédit était une place importante dans laquelle il fallait être au cours de l'année. Vous dites bonne nouvelle, bien sûr. Bonne nouvelle ou bonne surprise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a permis cette performance du crédit? Est-ce que c'est ce qu'on avait en tête en début d'année 2024, quand on regarde à l'arrivée ce qui s'est passé et comment on l'explique? Alors, en fait, pour expliquer les performances du crédit, il y a 3 facteurs majeurs à prendre en compte. Le premier, c'est l'effet taux, parce qu'on est sensible à l'évolution des taux souverains. Et celui-là, j'ai envie de dire, c'est probablement celui sur lequel on misait le plus et qui a le moins porté ses fruits, parce qu'on s'attendait à une baisse des taux souverains. Et finalement, quand on regarde l'année 2024, les taux souverains ont plutôt eu tendance à augmenter. Et on voit le mois de décembre qui a été particulièrement sanglant sur ce plan-là. Donc clairement, la contribution des taux sur la performance du crédit a été négative. En revanche, et ça c'est l'excellente surprise, ça a été les compressions des primes de risque qui ont été extrêmement importantes en 2024, portées par une croissance qui a été meilleure qu'attendue tout au long de l'année. On s'attendait à ce que la croissance soit bien plus en berne, plus rapidement en berne que ce qu'elle a été, même en Europe. Et on voit que les primes de risque se sont largement resserrées. Et le troisième élément, pour expliquer la performance, c'est le portage. Et celui-là, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'on avait vu les financements des sociétés augmenter ces dernières années. Donc on savait qu'on avait un portage attractif sur la classe d'actifs et ça a joué à plein son rôle au cours de l'année 2024. Quel est le niveau de cherté qu'on a atteint là aujourd'hui sur cette classe d'actifs? Et quand on prend ces 3 moteurs que vous avez décrits, Édouard, avec l'histoire de 2024, quelles sont les réflexions qui vous animent sur les perspectives de cette classe d'actifs pour 2025 là? Alors si on reprend ces 3 moteurs-là, finalement, on a 2 moteurs qui tournent encore à plein régime, j'ai envie de dire. C'est le portage, il est toujours là, il reste attractif. Et c'est les taux qui n'ont pas baissé, on s'attendait à ce qu'ils baissent, et donc qui nous pourraient permettre d'avoir une bonne performance en 2025, notamment en Europe sur la partie taux. On s'attend, si tout se passe comme prévu. C'est là où le facteur taux devrait être le plus favorable, c'est ça C'est là où le facteur taux devrait être le plus favorable. On a plus de doutes aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi la forte hausse des taux qu'on a vécue en décembre. C'est le discours de Jérôme Powell qui a annoncé que pour l'instant, il n'envisageait que 2 hausses de taux, enfin 50 points de baisse de taux. Peut-être qu'on parlera de hausse à nouveau. Effectivement, vous voyez, on s'y met. 50 points de base de baisse de taux, merci de me reprendre, pour l'année 2025, et le marché s'attendait à beaucoup plus que ça. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, avec une politique qui pourrait être inflationniste, il y a beaucoup plus de doutes sur l'évolution des taux. Alors tactiquement, aujourd'hui, on se dit que vu le mouvement qu'on a eu en décembre, on pourrait avoir une petite baisse dans les prochaines semaines. En revanche, si on regarde sur moyen terme, disons sur l'année 2025,
voilà, on est probablement autour d'un niveau d'équilibre sur le 10 ans américain. En Europe, c'est une autre histoire. Donc ça devrait vraiment aider la classe d'actifs crédit, en particulier en Europe. L'autre élément qui reste porteur, le deuxième élément, le deuxième moteur qui tourne à plein régime, c'est le portage. Celui-là, il est toujours bien là. Alors, il risque de diminuer parce que les refinancements avec les primes de risque qui sont plus serrées vont être de plus en plus bas de la part des entreprises. Mais en tout cas, il est là, il faut en profiter tant qu'il est présent. Le troisième moteur qui, lui, pour le coup, risque plutôt d'être à l'arrêt, voire à reculons, je ne sais pas trop comment on peut filer la métaphore, c'est le moteur des primes de risque. Les primes de risque se sont fortement resserrées. On est à plus de 80 points de base de resserrement sur le yield euro, plus de 30 points de base de resserrement sur l'investment grade euro. Donc on est vraiment sur des primes de risque qui sont historiquement relativement serrées. Il y a peut-être encore un peu d'aller chercher un peu de performance de ce côté-là, mais en tout cas, c'est vraiment dans un scénario extrêmement positif. Du coup, chez nous, chez Swiss Life Asset Managers, on s'attend plutôt à un écartement des primes de risque l'année prochaine qui viendra un peu diminuer la performance. Mais en absolu, on s'attend à une performance positive. All in all, comme on dit. Exactement. Avec le facteur taux et l'intérêt du portage, on peut se permettre, quand on fait le calcul, un petit ou un réécartement partiel des spreads et des primes de risque. On peut se permettre un réécartement partiel des primes de risque, de l'ordre de 50-60 BP sur le yield, de l'ordre de quelques dizaines de points de base sur l'investment grade. Et on aura toujours des performances positives. Je pense que la différence majeure qu'on aura entre l'année prochaine et cette année, c'est des performances entre l'investment grade et le yield qui seront beaucoup plus proches. L'année dernière, en 2024, on a eu 2 fois plus de performances sur le yield que sur l'investment grade. Plus risqué, hein. Le high yield, je rappelle, c'est la dette d'entreprise plus risquée. L'investment grade, le high grade, c'est la meilleure qualité de notation et donc ce sont des souches moins risquées. Tout à fait, moins risqué, plus corrélé au taux. Donc, si on est dans un scénario en Europe où on a une baisse des taux, on a une baisse des taux souverains, la partie investment grade devrait plus en profiter. Le portage, lui, il est beaucoup plus important côté yield, et c'est là où le yield va faire la différence. Donc, on s'attend à plutôt des performances relativement proches entre investment grade et yield. J'entends. Le côté binaire de l'investisseur obligataire ou crédit, c'est toujours à la fin de la journée de savoir si l'émetteur dans lequel j'investis fera défaut ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? Alors je voyais que le nombre de défauts aux États-Unis est en train de remonter à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plus de 10 ans, 14 ans, je crois, précisément. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation en Europe en matière de taux de défaut observés chez les émetteurs ? Alors ou attendus ? Les taux de défaut, quand on les regarde en nominal, c'est-à-dire en prenant la taille des souches qui font défaut, on est vraiment sur des taux de défaut qui sont relativement faibles, en particulier aux États-Unis. On a vu depuis, ça fait plus de 10 ans maintenant, enfin ça fait même 15 ans qu'on n'avait pas vu ça, c'est-à-dire des taux de défaut inférieurs aux États-Unis par rapport au marché européen. Ce qui n'est pas inné parce que le marché américain est plus risqué par essence et donc du coup il y a beaucoup plus de notations spéculatives et il y a beaucoup plus, il y a plus des taux de défaut qui sont plus importants aux États-Unis qu'en Europe. C'est pas le cas aujourd'hui. On s'attend à ce que les défauts remontent légèrement en Europe, mais là-dessus, je mettrai quand même un point d'intention tout particulier, c'est qu'on a 2 situations qui sont déjà largement anticipées par le marché, à savoir Altice France et Thames Water, Altice France, la société de SFR, oui, bien sûr, communication, et la Utilities britannique, d'accord, effectivement, qui sont des gros poids dans les indices, sont des points importants dans les indices et qui anticipent déjà les restructurations, qui donc vont rentrer logiquement si les restructurations se font dans les statistiques des taux de défaut. Or, dans les primes de risque aujourd'hui sur le marché, c'est déjà très bien intégré. Donc, demain, quand on aura le défaut acté, on ne devrait pas voir d'écartement majeur des primes de risque. Et donc, du coup, si on retraite les taux de défaut en Europe de ces 2 noms-là, on devrait tomber à des taux de défaut qui devraient être autour de 1,5%, donc extrêmement faibles. Donc, les taux de défaut sont vraiment pas une inquiétude, à la fois en Europe et aux États-Unis, parce qu'encore une fois, on est sur un régime relativement bas quand on regarde en nominal. Donc, c'est pas un sujet d'inquiétude pour nous, surtout qu'aux États-Unis, on a quand même une croissance qui est beaucoup plus forte qu'en Europe. Et donc, du coup, même si les primes de risque sont plus serrées aux États-Unis, il y a encore quelques le vent de la croissance, exactement, notamment sur la partie un peu plus cyclique. Peut-être qu'en Europe, il faudra se diriger plutôt sur des secteurs moins cycliques, profiter de la baisse des taux sur les secteurs qui sont plus défensifs,
plus sensible au taux et moins sensible à une baisse supplémentaire de la croissance, et profiter d'aller chercher des secteurs cycliques là où il y a de la croissance, là où il y a des taux de défaut relativement faibles, à savoir aux États-unis. C'est quoi des secteurs défensifs dans l'univers crédit, par exemple, Édouard ? C'est la santé, c'est les télécommunications en Europe. Alors, on met encore une fois à part Altis France, mais ça fait partie des secteurs défensifs. Il y a un secteur qui a très très bien marché en 2024, qui est le secteur de l'immobilier, qui après des années très très compliquées a particulièrement bien marché en 2024. On pense qu'il y a encore quelques performances à aller tirer de ce secteur-là. Alors, pas dans les proportions de 2024, c'est évident, mais il y a encore des choses à faire sur ce secteur-là. C'est ce genre de secteur aujourd'hui qui semble relativement attractif en Europe. Un mot, il nous reste une minute pour évoquer le sujet spécifique de la dette bancaire. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a des souches hybrides notamment qui sont émises par les banques et en Europe. Et je crois que dans l'univers crédit, c'est un segment qui a explosé tous les compteurs l'an dernier à la hausse, j'entends, Édouard. Presque des performances à deux chiffres. Oui, c'est ça. Sur les AT1, on est à 2 chiffres de performance sur 2024. C'est excellent. C'est un vent qui continue en 2025 C'est un vent qui va continuer, encore une fois, un peu toujours le même constat, dans une moindre mesure, mais on devrait avoir des performances toujours positives sur ces classes d'actifs-là. On a toujours un portage attractif. Les primes de risque sont relativement serrées. Mais on fait le constat partout, voilà. Mais il y a encore... Dans le jeu du concours de beauté des marchés. Et on a la possibilité d'aller sur des signatures de très bonne qualité, donc avec un risque de défaut très faible, en ayant des portages très attractifs sur ce genre de signature. Donc oui, les bancaires, c'est intéressant. Se focaliser plutôt sur les bancaires qui ont une activité pan-européenne et pas sur des monopolies qui sont beaucoup plus risqués en termes notamment de fusion-acquisition, ce genre ou risque politique comme en France. Merci beaucoup Édouard. Merci pour cet éclairage sur les marchés de crédit, le bilan 2024 et bien sûr les enseignements qu'il faut en tirer pour investir dans le crédit en 2025. Édouard Faure, responsable du crédit chez Swiss Life AM, était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.